Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la septième illusion. Aujourd'hui, votre hôte Jules Melon est accompagné de deux nouveaux membres parce que vous avez peut-être suivi récemment sur les réseaux. Nous avons accueilli quatre nouvelles recrues et parmi elles, deux qui sont ici présentes. C'est un peu le baptême du feu et tout pour Skull Kid. Comment vas-tu? Ça va, j'ai dormi surprenamment. Ah bah c'est une bonne nouvelle du coup. Et alors celui-ci, vous le connaissez, hein, un peu le ponte du YouTube Ciné Game, il est avec nous désormais. Samir de la chaîne Microciné, comment vas-tu? Bah, écoute, je vais très bien. Merci, à toute l'équipe de la Septième Illusion d'avoir accepté, ma candidature, hein. Donc ça, c'est un plaisir et voilà, je suis très content donc merci. Bonjour School Kid et bonjour à toi Jules Melon. Merci. Voilà et Voilà, et moi on aussi, salue au passage j'ai un peu dormi et cette on salue nuit. au passage Albator et Léo, les 2 autres recrues que vous retrouverez très certainement très bientôt sur d'autres discussions cinéma. Et aujourd'hui, pour essuyer les plâtres de 2 de nos nouvelles recrues, c'est joliment dit, hein, nous allons parler d'une rétro. Voilà, une petite rétrospective, un film sorti en 1988, puisque sa suite arrive en salle le 11 septembre, là, dans quelques jours à peine. Nous allons nous intéresser au deuxième long métrage de Tim Burton, mais son vrai premier, vraiment qu'il a pu contrôler un petit peu esthétiquement à fond, même si le précédent, il y a quand même du Tim Burton dedans, mais il va être question de Beetlejuice, qu'on ne va dire qu'une seule fois, parce que si on le dit deux fois, c'est la suite, et si on le dit trois fois, il apparaît là et il nous fiche le record en bazar. Et pour interpréter Beetlejuice lui-même, nous avons Michael Keaton, on parlera de son jeu, hein, notamment ici, qu'on ne voit qu'à peine 20 minutes dans le film. Hein. C'est ça qui est amusant, c'est pas vraiment le rôle principal en soi, c'est le rôle titre, accompagné entre autres alors de Winona Ryder, qui joue la jeune fille ado, l'alter ego de Tim Burton. Il y a aussi Catherine O'Hara qui joue la maman. Alors j'ai cité ces trois en priorité parce qu'on va les retrouver dans la suite. Voilà, je crois que les autres ne reviendront pas. Ben, il y en a qui sont malheureusement décédés entre temps. Nous avons aussi au casting Alec Baldwin et Gina Davis qui jouent le jeune couple au début à qui va arriver des bricoles. Il y a Jeffrey Jones aussi présent dans le rôle du père qui ne reviendra pas dans la suite parce que lui, il a eu des soucis Il est personnels. incroyable. Voilà, il a fait des grosses bêtises, on va dire ça comme ça. Glenn Shadix est présent. Alors lui, malheureusement, il nous a quittés. Citons aussi la présence très importante de Sylvia Sidney, qui est une de ses actrices fétiches hein, de Tim Burton, comme il a eu avec Vincent Price ou Christopher Lee. Sylvia Sidney qui fera peut-être, je crois, son dernier rôle dans Mars Attacks, quelques années après. Enfin, un de ses derniers rôles en tout cas. Et donc, Grande actrice oui, hollywoodienne des années exactement. 40-50, ça il faut voilà. Ce qui montre d'ailleurs la cinéphilie et la passion pour le cinéma d'un Tim Burton qui a grandi avec cela et aussi la littérature gothique telle qu'Edgar Allan Poe. Et justement, dès qu'on dit cela, on comprend un peu l'univers de Tim Burton. Nous avons ici une comédie fantastique horrifique, hein, c'est assez déjanté quand même, avec une BO de Danny Elfman, certes, mais aussi du Harry Belafonte, on en reparlera. Qui raconte l'histoire de deux jeunes, un jeune couple qui s'est installé dans sa maison, qui veut vivre sa vie de rêve hein, dans une banlieue, enfin un petit peu à l'écart quand même de la banlieue pavillonnaire traditionnelle de Tim Burton, mais une magnifique maison, on va dire pseudo-moderne et ancienne à la fois. On a l'idée. Malheureusement, ce jeune couple, alors là, c'est pas un spoil hein, quand même, il faut le dire, hein, dès le début, bah, ils vont décéder. Ils vont pas s'en rendre compte de suite. Hein. Il passe d'ailleurs un pont, le passage vers le monde Tim Burton. C'est toujours intéressant de voir les transitions chez Tim Burton là-dessus. Et une fois rentrés chez eux, bah, ils se rendent compte qu'un autre couple avec une fille ado débarque. Et ils n'ont pas l'air très très sympathiques. Et surtout, ils veulent tout redécorer. Voilà, donc c'est en tant que fantôme, ils veulent faire partir les vivants. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le point de vue des fantômes sur donc l'idée de d'effrayer les vivants. Ça me rappelle un autre film du début des années 2000, mais je vais pas dire lequel, sinon je spoil le film aussi. Un film avec Nicole Kidman, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et c'est un peu cette idée-là, mais pas le même ton. Hein. C'est pas du tout le même genre de film. Ouais. Et la jeune fille ado du couple qui débarque, bah, va les voir parce elle est liée un peu au surnaturel. Hein. C'est Tim Burton version, c'est lui quoi. Voilà, Elle est quelque part. elle est Et alors, étrange et inusuelle. Ce sont les oui, c'est termes. ça. C'est pour ça qu'elle Dès le voit les début, fantômes. elle vit dans sa chambre noire. C'est façon Edgar Allan Poe. C'est C'est ça. Vincent. Hein, si vous avez vu le court métrage de Tim Burton, Vincent, c'est un peu l'idée. Et elle va, alors, les deux fantômes, parce qu'ils n'arrivent pas trop à s'en sortir, vont essayer de faire appel à un bio-exorciste un petit peu manipulateur, joué par Beetlejuice, enfin Betelgeuse, hein, si vous lisez à la française. D'ailleurs, au Québec, ils ont appelé le film Betelgeuse. Et sauf qu'il n'est pas gentil du tout, hein, ce monsieur. Il est assez, ouais, il représente une certaine perversité également. Et il va se passer plein de trucs. Est-ce que les vivants vont avoir peur? Est-ce que Lydia va sortir de sa solitude grâce aux fantômes? Tout un délire là-dessus qui est dans l'ADN de Tim Burton. Et justement, première question,
Skull Kid, tiens, on va commencer avec toi. Alors déjà, quel est ton rapport avec le cinéma de Tim Burton au sens large, parce que ce film le représente bien, hein, et la place de Beetlejuice dans celui-ci selon toi par rapport à, voilà, à ce que tu as pu voir de ce metteur en scène? Alors, Tim Burton, c'est, pour moi, pour ma génération, Tim Burton, c'est avant tout le réalisateur de Charlie et la chocolaterie avec Johnny Depp, hein. C'est comme ça que ma génération l'a découvert et ça a toujours été quelqu'un d'un peu à part, dans le sens où c'est quelque chose de ringard un peu. C'était le cinéma gothique, c'était Vincent Price, la Hammer, tout ça. C'était pas quelque chose qu'on retrouvait et ce qui faisait de Tim Burton une voix à part dans le cinéma, enfin, à ses débuts et après, bon, il a malencontreusement, perdu en qualité, on peut dire, hein, dans ces dernières années. Mais après, je les ai pas tous vus. Miss Peregrine et les enfants particuliers, il est un peu en roue automatique. Mais Beetlejuice, pour le coup, moi, j'avais envie de comparer ça à Pour une poignée de dollars, en fait. Je trouvais que c'était clairement son Pour une poignée de dollars, dans le sens où c'est un deuxième film d'un cinéaste après une commande. Donc, c'est Les Colosses de Rome pour Sergio Leone et La Grande Aventure de Pee-wee pour Tim Burton. Donc, ils ont commencé comme ça, par des films de commande. Et après, ils ont fait Pour une poignée de dollars pour l'un et Beetlejuice pour l'autre, dans lequel leur style éclate complètement. Et dans lequel tout le reste ne sera que addition et variation de ce style présent dans ce deuxième film. D'accord, ouais, c'est intéressant ce parallèle aussi, voir comment un cinéaste arrive à s'émanciper enfin en ayant la confiance des studios. Ouais. Parce que Tim Burton s'est battu là-dessus Bah, surtout d'ailleurs. que Il a tout est dû. déjà là, quoi. Oui, c'est exactement ça. Il a dû se battre avec Disney à une époque et tout. Bon, finalement, là, je crois que alors, je sais plus si c'est Disney qui produit, je crois pas du tout, hein. Non, c'est la Warner, donc justement, il va voir ailleurs. Ouais, ouais. Samir, même Par contre, Tim question. Ton Burton a rapport avec Tim commencé. Burton? Pardon, je suis un peu Voilà, oui, décalé, oui. c'est pour ça que je coupe un peu. Mais juste pour Non, c'est dire que pas Tim grave. Burton a commencé avec Roxy Rookie, Oui, en animateur sur Roxy Rookie. c'est vrai que quand on y pense, c'est assez étonnant. Samir, même question, du coup, ton rapport avec Tim Burton, c'est vrai tu n'as pas trop parlé, je pense, hein, jusqu'ici. Et donc, cette place. Est-ce que tu avais découvert. Alors, tu n'avais pas découvert Beetlejuice à l'époque. Tu étais un peu jeune, je pense, Si, encore. si, j'avais 12 Si, ans. J'avais 12 ans. ah, Donc, bah oui, bah oui, c'est l'âge parfait. En plus, c'est l'âge parfait pour le voir. Ouais. je l'ai découvert au cinéma, Les Trois Pierrots, dans ma petite ville de Saint-Cloud. Et juste, je rebondis sur quelque chose. Tu parles de Roxy Rookie School Kid. Euh, je suis pas fan, moi, de Walt Disney. J'ai jamais été fan de Walt Disney, même quand j'étais enfant. Mais j'ai un souvenir, j'ai deux beaux souvenirs de Walt Disney. C'est Robin des Bois. Et surtout, le début de Roxy Rookie que j'ai revu récemment, qui est juste extraordinaire. Je n'en dis pas plus. Il faut regarder la séquence d'ouverture de Roxy Rookie. C'est très impressionnant. C'est très rare dans un Walt Disney. Voilà, je referme cette petite parenthèse. Pour moi, Tim Burton, c'est le cinéaste parfait des années 90. Je trouve qu'après les années 90, c'est-à-dire bon, La planète des singes, c'est 2001, puis Big Fish, c'est 2003. Je crois qu'à partir de Big Fish, il y a quelque chose qui a changé, selon moi, chez Burton dans son cinéma et qui ne m'intéresse pratiquement plus. Je continue d'aller voir ces films, à chaque fois d'ailleurs, je ne loupe pas, mais je suis très dubitatif par rapport à sa manière de filmer la violence, d'extraire aussi cette société américaine. C'est pour ça que c'est très intéressant le fait qu'il revienne. Bon, il avait fait Frankenweenie, mais qu'il revienne à Beetlejuice par deux fois. Parce que pour moi, les années 90, il y a comme ça quelques cinéastes importants, pas forcément américains, dont Tim Burton en fait partie et, et qui a poussé très loin la manière de décrire et de montrer l'évolution d'une figure progressivement dans un film. Et c'est pour ça que le Batman numéro 2 est génialissime, parce que toutes ces figures qu'on l'on voit dès le début sur l'échiquier ont une façon progressive d'évoluer qui est très intéressante chez Burton. Et puis il y a le thème de la marginalité qui est toujours là, qui est constamment là, c'est ça. Et ça, je l'emprunte à un ami qui était avec moi en fac de cinéma, qui s'appelle Emmanuel Atovicki, qui est un admirateur de Burton et qui parlait beaucoup de marginalité. Et c'est vrai. Donc pour moi, Burton, c'est le cinéaste des années 90 parfait. Et Big Fish, qui a été fait en 2003, est une manière de revisiter toute cette filmographie, toute cette première partie. Ensuite, pour moi, il se perd. Il se perd complètement. Je trouve qu'il n'a pas grand-chose finalement à dire. C'est dur de dire ça aussi. Mais pour moi, c'est une très, très grosse déception, hein.
Burton. Ça reste une grosse déception et je n'ai pas été sensible à son cinéma depuis Big Fish. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis, Samir, hein, parce que pour moi, ouais, pareil, Big Fish, pour moi, même ses limites c'est une forme de sommet, Big Fish, parce qu'il arrive avec une maturité à dire beaucoup de choses. Il boucle la boucle de Beetlejuice quelque part, hein, si on veut, Ouais. dans Big Fish. Enfin, si la boucle commence par Beetlejuice, parce qu'on peut parler de Vincent avant, enfin, le court-métrage, évidemment, mais j'ai ce rapport-là avec Tim Burton qui m'a fait rêver, moi, dans les années 90, 2000, du coup. Un peu plus 2000, parce que bon, j'en ai vu dans les années 90. Peut-être que Beetlejuice a été le premier que j'ai vu sur M6, d'ailleurs, à l'époque, à vérifier et tout. C'est intéressant parce que Beetlejuice, d'ailleurs, est une porte d'entrée pour les années 90. On sort des années 80. Il veut faire sortir le cinéma réganien là, aussi, parce que justement, contre cette conformité et tout, on le sent, il y a cette idée, hein, mais ça, on en parlera après sur les thématiques un peu, on va les dire, anticapitalistes aussi, hein, du film, hein, anti-confort. Encore que. Ouais, les thématiques marginales. Enfin, c'est monsieur, il veut pas être adulte, Tim Burton, il le montre d'ailleurs dans quasi tous ses films. Il a refusé de grandir. Et c'est intéressant ce que tu dis là-dessus, hein, Samir, c'est que je pense que il a plus grand-chose à dire. Il a eu des choses à dire, mais jusqu'à Big Fish, voilà, il a tellement tout dit à un moment, en restant autour plus ou moins des mêmes choses, qu'il est arrivé au bout. Voilà, pour moi, Big Fish, limite, j'aurais pu imaginer qu'il prenne sa retraite après Big Fish, parce que tu sens que depuis, il tourne. Hein. Il tourne. Bah, Il Big Fish se termine sur, pardon de t'avoir interrompu, mais Big Fish se termine quand même sur un enterrement qui Exactement. réunit toutes les figures Mm. que le père a connues et qui l'ont construit pendant tout le film. Ah, Et oui. j'aime bien l'idée, enfin j'aime bien, non, ce serait égocentrique de ma part, mais en même temps on est critique un peu de cinéma, donc on est un peu égocentrique aussi. Et c'est bien l'idée de se dire que toutes ces figures, bah, c'est Batman, c'est Édouard Main d'Argent, c'est Pee-wee, c'est Beetlejuice. Et d'ailleurs, à chaque fois que ces films-là portent toujours le nom du héros comme titre, c'est ça qui est très intéressant. Mm. Et j'oubliais même aussi Édouard Main d'Argent, qui est un film, qui est un chef-d'œuvre absolu, Magnifique. monstrueux. Magnifique. Édouard Main d'Argent, il faudra qu'on en parle un jour aussi, parce que c'est quelque chose d'assez fort. Et c'est un peu le reflet sombre de Beetlejuice, hein, d'une certaine manière. c'est ça. Bah, pour moi, Édouard Main d'Argent réussit là où c'est le film sérieux de Tim Burton par excellence, en fait, hein, Édouard Main d'Argent. Quand on y pense, c'est celui qui est son moins drôle. Et de loin, je pense. Batman le défi, c'est pas très drôle non plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est peut-être d'ailleurs là-dessus qu'on va revenir sur Beetlejuice, parce que tiens, je pose ça là, comme ça, parce qu'on revient sur ce premier film. Est-ce que vous trouvez, alors ça c'est toujours intéressant parce que c'est un peu le mal que j'ai avec ce film, donc je balance ça comme ça. Est-ce que vous trouvez que l'équilibre entre horrifique, gothique, ici on va dire ça comme ça, le côté monstre, freaks aussi, de Tim Burton, et la comédie déjantée, est-ce que vous trouvez qu'avec le recul, parce que vous l'avez revu, vous l'avez découvert plus jeune et tout, c'est intéressant, est-ce que vous pensez que ça passe toujours aussi bien? Parce que le kitsch, est-ce que au-delà des souvenirs que tu as pu avoir des premières découvertes, est-ce que le film s'équilibre sur lui-même au final? Bah, je trouve que le film est principalement une comédie et en ce sens-là, il marche pas trop mal, hein. Il y a des scènes qui me font rire. Moi, toutes les scènes, il y a un running gag qui marche beaucoup, toutes les scènes avec Jeffrey Jones qui essaye d'être tranquille et de se calmer dans un coin et tout d'un coup, il y a un élément qui sort du cadre, enfin qui rentre dans le cadre et qui vient le perturber. À chaque fois, ça marche, notamment celui où il est dans sa cuisine et où il y a une sculpture qui rentre par la fenêtre. Celui-là, il m'externe. Mais le côté freak, c'est plutôt bien intégré. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un passage entre le monde des vivants et le monde des morts, le monde réel et le monde burtonien, qui est toujours clairement établi. À part, il y a un peu le personnage de Lydia qui fait le pont entre les deux, le self-insert de Tim Burton. Mais comment dire, mais du coup, le fait que ce soit clairement séparé fait qu'il y a plusieurs types d'humour. Et moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Les personnages grotesquement déformés, mais en même temps rigolos, qui sont dans le monde des morts, qui sont morts mais qui s'en plaignent pas. Le monsieur écrasé qui dit oh je me sens un peu à plat. Enfin, ce genre de choses. Je trouve Il que fait en flat. Non, mais voilà. Ah, c'est l'humour macabre burtonien, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est une comédie, c'est une pure comédie. Samir, je sais pas si tu es Une pure d'accord avec moi, comédie. mais Ouais. côté D'ailleurs, Michael horrifique et Keaton tout. est un humoriste à la base. En plus, et puis Burton, il veut faire rire avec la mort de toute façon, donc c'est même pas un film d'horreur en soi. J'ai cru entendre Buster Keaton ou Michael Keaton. Michael Keaton. Michael Keaton. Mais c'est un artiste qui vient de la comédie, c'est vrai. Donc ça pourrait être une forme de fils caché de Buster Keaton, si vous voulez. Ou de petit-fils, Ouais. je sais pas.
Mais pour te paraphraser, cher Jules Melon, tu cites, tu dis horrifique, et d'un côté, tu parles de comédie déjantée. L'un dans l'autre, il y a une forme d'excès. Donc, ces deux excès, finalement, se rejoignent complètement. Donc, ça fonctionne encore et toujours. Et je vais te donner juste une petite anecdote très, 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 très basique et très factuelle, hein, pas du tout cinématographique. C'est que j'ai des enfants. Et à chaque fois, alors la première a 17, la seconde en a 10 et le troisième en a 5, bientôt 6. Donc c'est quand même. Et à chaque fois que j'ai montré Beetlejuice à l'âge de 10 ans, ça fonctionne encore. Même le petit qui en a 6 me réclame encore Beetlejuice et ça le fait extrêmement marrer, surtout la fameuse séquence du dîner, bien évidemment, qui se Oui. termine de manière très horrifique quand même, hein, Oui, mais ça les fait rire. Donc, ces excès-là font que ça fonctionne à tout âge, toute génération. Et ça, c'est très intéressant de comprendre pourquoi Beetlejuice, qui est arrivé en 88, continue encore jusqu'en 2024 et un peu plus à faire, à faire parler quelque chose. Ça fait parler, ça fait parler. Et donc, c'est intéressant. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de. Au contraire, tout se rejoint et c'est très bien comme ça. et ce qui est intéressant, Je c'est que de dirais toute qu'il y a une façon, manière de pardon. vas-y, Je vas-y, dirais vas-y, qu'il y a une Cyril. manière de dé comment dire? De dédramatiser la Mmh. mort, le macabre et même la marginalité, l'altérité, dans ce film, qui fait que pour un enfant qui découvre le monde, son altérité, ses côtés, sombres, la mort notamment, le fait que ça dédramatise le macabre, peut marche probablement inconsciemment de cette enfin, ça aide à appréhender le film et ça fait, l'originalité de ce film. Puis c'est la pure volonté de Burton. C'est que comme c'est resté un enfant, enfin, c'est quelqu'un qui a refusé d'intégrer la vie des adultes, la vie conforme, hein, pour faire simple. Là, Ouais. il a besoin de rire de ça. Là où les adultes commencent à avoir peur de la mort, peut-être, plein de choses, lui, il reste cet enfant qui a envie d'en rire. Et finalement, ça ne l'a jamais quitté dans son cinéma. Alors parfois, il y a eu ces moments, on va dire, plus adolescents, où il essayait de faire l'adulte, comme Édouard aux mains d'argent, où ça passe super bien, finalement. Bon, il y a de l'humour dans Édouard aux mains d'argent, en fait, hein. En vrai, quand j'y pense, il se Oui. moque parfaitement de la conformité, les bourgeoises délaissées par leur mari, cette Amérique-là qui, voilà, les hommes au travail et les femmes qui veulent s'intéresser juste du nouvel arrivant ou pas s'intéresser justement. Là, dans Beetlejuice, oui, c'est le côté déjanté assumé dans le sens où il y a cette transition. C'est vrai que il est coincé. Après, il y a les Batman, hein, mais vous mettez Pee-wee, alors là, c'est le film de gamin par excellence, avec Paul Rubens, qui était un gamin, qui lui aussi a eu quelques soucis. Il aimait bien les acteurs qui ont eu quelques soucis après. Bon, c'est pas de sa faute, hein, évidemment, c'est des hasards. Non. Et c'est vraiment le pont Beetlejuice entre Pee-wee, qui est encore plus fou, et Édouard Main d'Argent, qui reprendra le côté marginal, gothique, mais pour en faire une histoire beaucoup plus triste de Monstre de Frankenstein, tout Mais, ça. mais je ne sais pas si Tim Burton refuse forcément le monde des adultes et continue d'être un enfant. Je pense que Tim Burton, c'est à l'image du rôle joué par Winona Ryder, c'est-à-dire que, qui est adolescente pour le coup, enfin, Mmh. le personnage est entre l'adolescence et les premières années en tant que jeune adulte. C'est quelqu'un, Burton, qui refuse d'arrêter de voir certaines choses. Non, Mmh. il faut continuer constamment à voir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle, c'est la seule qui réussit à voir les fantômes. Voir les fantômes, c'est c'est, accepter d'intégrer dans sa rationalité au jour le jour une forme d'irrationalité. On est dans le fantastique pur, on est dans ce que tu disais au niveau d'Edgar Allan Poe, c'est-à-dire, le réel, il se passe quelque chose dans le réel. Mmh. Et c'est ça le fantastique. Donc, je crois que Burton, et cela pour le coup, je peux le comprendre. C'est que grandir, il le faut. Être adulte, c'est la vie, c'est comme ça. Mais continuer à voir le monde comme quand on était enfant ou adolescent, c'est-à-dire avec une acceptation totale de choses et d'autres, c'est aussi une manière d'apprendre et de voir réellement, non pas d'écouter ou de lire, non, juste de voir. Et à partir du Mmh. moment où tu vois tout, tu les fais exister. Et c'est ça, je crois, que Burton essaie de faire dans son cinéma. Et c'est pour ça que, par exemple, le final de Deadwood, c'est un final qui n'a jamais existé.
On le sait, c'est-à-dire Ed Wood, à un moment, dans un café, rencontre Orson Welles. Mais Burton nous dit, moi, je vois ça. Voilà comment je vois les choses. Et c'est ça qui est très, très beau. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, à partir de Big Fish, le rapport à ce qui est vu et ce qui n'est pas vu et peut-être change. Et c'est ce qui fait que moi, je n'y suis plus sensible. Donc, je crois que c'est surtout ça. Hein, et c'est intéressant parce que ça, par contre, c'est intemporel. C'est vraiment intemporel. C'est marrant parce que après Big Fish et tout, il y a un miroir de Beetlejuice, c'est Dark Shadows, qui fonctionne Ouais. beaucoup moins du coup. Pourtant, il prend à peu près les mêmes, voilà, les mêmes éléments en rendant déjanté une histoire peut-être trop sérieuse gothique d'ailleurs en fait. Peut-être que c'est paradoxalement trop sérieux pour le déjanté Dark Shadows. Mais c'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'il a déjà essayé de rejouer Beetlejuice. Pour ça, quand sa suite va être intéressante, c'est qu'avec Dark Shadows, il a tenté de faire une sorte de Beetlejuice 1.5, évidemment en s'inspirant de cette série télé qu'il aimait beaucoup plus jeune. Mais bon, ça sera intéressant aussi de voir. Et sur la marginalité, parce que finalement, oui, c'est ça, être adulte ou pas, c'est une question qu'on peut se poser, mais refuser les conventions du monde. Et ça, je crois que dans tout, mais pratiquement dans tous les Tim Burton, on retrouvera ça. Même Bien sûr. son Batman, Oui. en un sens, c'est un peu ça aussi. Avec le Joker, surtout. Dans Big Fish, les enfants ne croient pas leur père. Ouais. Ils ne le croient pas. Et quand à la D'ailleurs, fin, il tue le père. Il tue le père et il accepte le père à la fois dans Big Fish. Hein. C'est un peu les deux. Hein. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'à la fin, quand les enfants voient arriver toutes ces personnes que le père racontait dans ses histoires, en fait, parce que les enfants qui ont grandi, ne voyaient pas cela, ne l'imaginaient pas dans leur tête. Et c'est ça qui est très beau aussi. Et ça parle aussi un peu de ça. Et en même temps, Beetlejuice est très compliqué sur certains aspects, mais ça, je pense qu'on en parlera après, qui sont pour moi pas discutables, mais qui m'intriguent un peu, voilà, qui sont un peu contradictoires. On peut en parler de la parentalité dans Beetlejuice. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cut Kid, mais pour le coup, là, Lydia, qui est donc Tim Burton, on est d'accord, rejette ses parents. Et les parents, dans ce monde d'adultes, sont des capitalistes qui veulent détruire un univers où on pourrait rêver, quoi. Là, je pense que Je c'est ne sais assez pas s'ils sont des capitalistes, ils sont des bourgeois, c'est sûr. Ça, c'est la caricature du bourgeois new-yorkais. Ouais. Oui, c'est vrai que la femme qui veut faire de l'art un peu dégueulasse et tout. Et c'est sa belle-mère, je crois. Oui. C'est pas sa mère. Oui, je crois c'est ça, en que plus. c'est la belle-mère. C'est sa belle-mère. Sa belle-mère. Et d'ailleurs, on se demande comment elle est intégrée à cette famille, vu que vraiment, il n'y a aucune alchimie entre les personnages, entre elle et sa belle-fille et son mari. Mais bon, ça va avec le package de bourgeois insupportable. Enfin, du coup, Lydia, elle rejette les parents et limite, elle Oui. idéalise des nouveaux parents avec les deux jeunes, le jeune couple mort, quoi, en fait. Enfin, elle aimerait plutôt que ces fantômes-là soient. Il y a une idée elle essaye de se lier à eux, quoi. Il y a une idée de lien, vu que vraiment ce personnage est un lien entre le monde des morts burtonesque et le monde réel des bourgeois new-yorkais. Il y a une idée de lien, d'accepter les parents réels et d'accepter la part d'imaginaire qui serait les Maitland, les personnages d'Alec Baldwin et de Gina Davis. Après, je pense qu'il y a une part, ce personnage, comme je l'ai dit, étant quasiment ce qu'on appelle un self-insert aujourd'hui de Tim Burton, c'est-à-dire un Tim Burton qui s'extrapole en tant que personnage dans le personnage de Winona Ryder. Je pense qu'il intègre, alors c'est un peu psychologisant dit comme ça, mais il intègre ses propres relations avec ses parents qui ont, paraît-il, été compliquées. Son père est mort à 13 ans, il l'a jamais vraiment compris. Son père est mort quand Tim Burton avait 13 ans, il l'a jamais vraiment compris. Et je pense que de ce fait, après, c'est pas lui qui a écrit le scénario, donc je ne saurais dire. Ouais, c'est vrai. C'est un vrai littéraire, d'ailleurs, c'est un auteur. Hein, ouais, c'est Michael McDowell qui a écrit le scénario, avec un autre qui est décédé très tôt, qui avait écrit une suite et qui est mort très tôt. Mais le scénariste principal, c'est Michael McDowell, c'est l'auteur de Blackwater, qui est un truc que je vois beaucoup passer en librairie, c'est en cycle. Donc je ne l'ai pas lu, mais je sais que ça existe. Et ce rapport-là, alors, justement, le rapport avec le passé à l'autre monde et tout, la façon dont il représente cette idée-là. Alors déjà, il y a l'idée du passage au début, parce que bon, il y a toujours ce passage, à un moment, il essaye de sortir de la prison, petit lapsus, de la maison, parce que finalement, cette maison est Eh ben oui. devient leur prison
alors que c'était leur maison de rêve. D'ailleurs, il y a la prison dans la prison avec la maquette où apparaît Beetlejuice. Moi, ça m'amuse beaucoup cette idée là de maquette. Le monde dans le monde, en fait, c'est très Tim Burton ça. Et quand ils sortent, ils tombent sur Saturne et tout. Bon, ça c'est le délire avec le verre de sable et avec Dune, évidemment, on peut se marrer. Mais au début, il y a un passage. C'est-à-dire que la façon dont il meurt, moi je trouve ça, c'est presque drôle, c'est presque tellement anodin. Avant de les voir mourir, parce qu'on voit ce pont avec cette cabane rouge et tout. Ça, c'est l'idée de ça, c'est très c'est le gothique sudiste américain, cette idée-là de passage comme ça ailleurs. Et il reprendra presque ce pont dans Sleepy Hollow. À un moment, il y a une scène où il se bat avec le cavalier sans tête là sur le pont. Enfin, oui, il y a une histoire de trucs derrière. Mais comment il gère les passages? Parce que des fois, il y a certains passages entre le monde des vivants et le monde des morts. On sent une forme de porosité, c'est-à-dire que plus on avance dans le film, plus tout se mélange en fait. Et c'est peut-être pour cela que le personnage de Beetlejuice qui fait le lien, c'est-à-dire que lui, c'est un mort, donc il fait partie du monde des morts, mais il a gardé cet aspect capitaliste du monde moderne. Enfin, c'est marrant parce qu'il est mort depuis, je sais pas, 400 ans, il a connu la peste espagnole. La peste noire. Mais on le voit, il se vend. Il y a un spot télé où il se vend comme un Américain lambda et tout. C'est très amusant, ça, comme ce personnage représente à la fois la vie américaine de l'époque et il est censé être dans le monde des morts. D'ailleurs, il est rejeté du monde des morts aussi. Je sais pas comment tu l'as ressenti, ça, par exemple, Scott Kid. Ce personnage, comment il s'intègre? Parce que c'est le poil à gratter du film, et le film s'appelle Beetlejuice. Ça m'amuse beaucoup, ça. Le film s'appelle Beetlejuice, qui est un jeu de mots entre. Enfin, il s'appelle Betelgeuse et ça se prononce Beetlejuice. C'est une charade à un moment. C'est juste pour ça que le film s'appelle comme ça. Hein. Oui, c'est vrai. Mais le personnage, oui, est une extension. Enfin, le personnage, il est jamais appelé comme ça, mais dans l'idée, c'est un démon, quoi. C'est un personnage issu du monde des morts il dit qu'il a été vivant, mais on n'a jamais d'idée de comment il a été vivant. C'est un personnage externe. C'est l'idée du. C'est un diablotin, quoi. C'est l'idée presque du mal selon Burton. C'est un mal un peu rigolo. Un mal extérieur, même si le mal chez Burton, c'est plus la norme et la norme, la banlieue américaine, la pression sociale, ce genre de choses. Mais là, vraiment, il crée ce personnage qui est vraiment à part, qui est presque un personnage créé pour des raisons scénaristiques, hein, pour que l'intrigue avance et pour qu'il y ait un méchant, quoi. C'est vrai que c'est pas le principal, quoi, en fait. Non, c'est clairement pas le principal. C'est un élément qui fait avancer l'intrigue régulièrement. Et après, le jeu de Michael Keaton, Samir en parlera. Mais c'est justement, je pense que c'est encore plus intéressant, même si ça peut être perturbant, d'imaginer que ce personnage qui est le poil à gratter, qui va faire avancer l'intrigue si on veut. Enfin, voilà. Carte folle de l'intrigue. C'est ça. Et puis, dans l'idée que Tim Burton lui a laissé les clés à Michael Keaton. C'est-à-dire que la plupart des répliques ou des moments qu'on voit, c'est de l'impro. Et je pense que Samir n'a jamais vraiment trop accroché déjà à Michael Keaton de base, mais est-ce que tu as toujours du mal à le voir cabotiner? Parce qu'on le dit. Oui, non, mais c'est vrai que bon, après ça, on fait une petite digression oui, enfin. Là, pour le coup, c'est un véritable sentiment personnel qui est basé sur pas grand-chose, et j'en suis vraiment désolé, mais c'est un rapport que j'ai toujours eu avec Keaton. Dans certains rôles où il doit y avoir j'arrive même plus à le dire. Il est excentrique. Voilà, une excentricité. Extravagance. Je sens que ça va me peser lourd, ce mot-là, dans les semaines à venir. Je le sens. Connaissant un petit peu l'humour corrosif de nos chers confrères, je sens que ça va être perturbant. Et donc, à chaque fois, il arrive à me contredire, mais c'est vrai que le rapport que j'entretiens avec son jeu comme son jeu est tellement pas complexe, mais surprenant, il est soudain. Et je m'attends jamais à ça, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, il me déstabilise, mais bon, peu importe, j'ai envie de dire. Le plus important, c'est comment le cinéaste ou le regarde, et ça donne des choses intéressantes. Mais Beetlejuice, je referme la parenthèse, Beetlejuice est très important dans ce film, même si son temps de présence est moins évident que les autres personnages. C'est quand même celui qui réussit indirectement
à faire en sorte que tous s'intègrent et tous cohabitent au Ah sein oui, d'un même lieu qu'est cet appartement, qu'est cette maison. Mais cette maison est aussi une prison. Et c'est très contradictoire. C'est que, qu'est-ce qu'on voit dès le début? On voit un jeune couple, déjà à l'intérieur même de cette maison, par le prisme ensuite de cette maquette, donc on est dans une double prison. Et ils vivent où? Ils ne vivent pas en banlieue ou dans une ville, c'est pas ils sont, urbanisé, quoi. ils sont excentrés un peu. Ouais. Ils vivent à la campagne. Donc, on a déjà ce cliché très fort, hein, est toujours là. On est toujours en 2024, il est toujours là, ce cliché, à savoir tout se passe à la campagne. La vérité, c'est la campagne. Les vrais gens, c'est la campagne. Voilà, l'apaisement, c'est La là. France périphérique. Tout ça, c'est important, alors que l'urbanisation, c'est un peu le côté, c'est le rat des villes, rat des champs, quoi. Mais en même temps, Ouais. ce jeune couple qui adore cet endroit, on peut aller dans une épicerie ou dans une droguerie acheter quoi que ce soit, on pose l'argent sur le bord de la table et puis on s'en va et il n'y a pas de souci, tout le monde se fait confiance, c'est génial. Et le rat des villes et le rat des champs. Mais finalement, que va-t-il se passer? C'est que ce jeune couple va mourir. Et, et la pire des choses qui va leur arriver, c'est pas forcément d'être fantômes, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir de leur maison. Mm. Ils ne peuvent pas donc profiter de cette campagne. Ils resteront enfermés dans cette maison comme ils se sentaient peut-être, mais là je suppute, donc c'est pas bon. Peut-être qu'ils viennent de la ville et qu'ils se sentaient eux aussi enfermés dans cette ville. C'est Mais, ça qui est très intéressant. Et attends, juste je termine. Ensuite arrivent ces gens qui viennent de la ville et dont un, le père, qui est finalement content d'être à la campagne, mais pour des raisons commerciales, marketing, tout ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, tous ces gens-là, bah, ils refusent vraiment de sortir. ouais, c'est Ils sont ça. toujours à l'intérieur. Et là, ça peut être Et discutable. ils changent Reste l'intérieur. et Et ils c'est changent des Tim l'intérieur. Burton. Donc Ce sont tous des Tim Burton. le Ouais. rapport au monde, le monde des vivants, en fait, il se fait grâce au monde des morts. Et c'est Et Tim c'est là, Burton. oui, mais c'est ça qui est très intéressant, qui peut être discutable, c'est que finalement, tout ça, la campagne, la vie, c'est de la merde. Il y a juste une chose, il faut rester à l'intérieur de chez soi, et c'est là que les choses peuvent se passer. C'est très Spielbergien dans sa première période, hein, des années 80, c'est-à-dire comme Rencontre du troisième type. On reste à l'intérieur et on n'accepte pas l'autre. Mais c'est ça qui est passionnant aussi. Parce que Burton, finalement, pose ça et en même temps, à la fin, contredit tout ça en disant que bah, tous ces gens-là vont rester dans cette maison. Ils ne sortiront pas de cette maison parce que le film ne nous montre pratiquement jamais hors de la maison. Ils sont dans cette maison. Et le fait que cette maison qui est censée, l'extérieur qui est censé représenter le monde des vivants, finalement, c'est peut-être le monde des morts. Et c'est un gloubi-boulga de tout ça. Et c'est très intéressant de voir comment Burton, à ce moment-là, peut-être, dans sa manière de voir, une instabilité qui est intéressante parce que ça donne des questionnements et des doutes. Donc, c'est là où, moi, le film, des années après de visionnage, c'est quelque chose, moi, qui m'intrigue. Voilà, qui m'intrigue. Mais c'est ça, c'est Alors, Tim. si je puis, Vas-y, Skulkin. voilà, si je puis me permettre, moi j'ai eu, j'ai un peu mieux compris, enfin j'ai eu une illumination en écoutant Samir, concernant le personnage de Beetlejuice. Beetlejuice est une forme d'altérité qui rejette l'autre. Donc c'est une altérité qui devient un conformisme inversé, et c'est en cela qu'il est le méchant et Mm. et que c'est l'alliance contre cette vision qui permet le lien entre le monde des vivants et le monde des morts, parce qu'à la fin, tout le monde est contre Beetlejuice, et c'est comme ça qu'ils deviennent amis, quoi. Les Deeds et les Mayland Sauf deviennent les amis comme enfants. ça. Sauf les enfants. Sauf Ouais. les enfants, sauf ceux qui voient. Je suis pas sûr qu'on est contre Beetlejuice. Moi, je suis un peu. Moi-même, dans C'est sa vrai, mort, elle me c'est fait vrai rire. que Je suis pas contre. On n'est oui, pas mais contre Beetlejuice, hein. c'est vrai que j'ai l'impression que Tim Burton est un peu forcé de montrer un côté méchant de l'altérité, euh, parce que sinon ça aurait été trop radical, hein, d'une certaine manière. Mais du coup, il le Oui, montre quand même un peu sympathique. Il le montre sous les traits de Michael Keaton. C'est pas un grand, enfin, c'est quand même un dégueulasse, mais il a un côté rigolo, Beetlejuice. Alors Ah que bah dans oui. Édouard de Main d'Argent, il a totalement épousé l'altérité face à la norme, qui sont clairement les méchants. Donc c'est Tout ce une que fait étape vers. Beetlejuice, exactement, tous les gestes de Beetlejuice sont à la base, normalement, euh, complexes, horrifiques, chaotiques. Ne serait-ce que par un moment, ouais, j'en ris, mais c'est pas bon. Il mange une mouche. La séquence où il mange la Oui. mouche, elle est Ah oui, avec la incroyable. barre chocolatée là. Et tu entends la mouche qui dit: «Ah, attention, non!»
tu vois, c'est très drôle en même Oui. temps, alors que c'est horrible. C'est horrible. Ou alors quand il essaie de convaincre le jeune couple qu'il sait faire peur. Et donc, tu vois, il fait un truc. Enfin, tout est horrible. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est un marginal et c'est un pont. C'est pour le coup, toi, tu parlais de la passerelle, Jules Melon, au début du film, et tu as entièrement raison. Ça n'est qu'une histoire de pont. C'est qu'une histoire de pont dans ce film, entre deux rives. Et lui, il est celui qui, tu sais, accompagne les gens dans l'autre rive et qui ne réclame pas forcément de l'argent, qui réclame leur âme, qui réclame leur bonheur, et qui en plus de cela veut venir avec eux. Et en plus, tu as le passage, tu vois, tu as des passages à le pont néo-expressionniste allemand, là, où on sent que tout se mélange. Hein. Ah oui, mais ça, c'est Tim Burton. Il y a toujours des trucs de traviole chez Tim Burton. Hein. C'est le cinéma expressionniste mu allemand, oui, effectivement, c'est Caligari. C'est Caligari, mais c'est intéressant parce que Beetlejuice, finalement, ça pourrait être un brouillon de ce qu'il va réussir à poser et stabiliser dans Edouard, hein, après. Et moi, par exemple, je trouve que la dernière scène n'est pas nécessaire. Je me demande si ça n'a pas été imposé par le studio et tout, parce que la toute dernière scène où on a le côté comique où il échange les numéros pour passer avant et tout, ça le rend limite trop sympathique a posteriori de la conclusion, tu vois. Il y a des petits trucs comme ça. Oui. Après, faut dire que vous parlez justement, je crois, Arthur, de conformisme, l'anticonformiste ultime. Beetlejuice. Mais en fait, il est encore plus conforme que la conformité, dans le sens, déjà, il utilise les ressorts du capitalisme, et en plus, il épouse, on va dire, quand même, le reflet très patriarcat, white trash américain, enfin, wasp américain plutôt, ouais, en mode pervers et tout, qui pense que c'est le masculin lambda qu'on pourrait imaginer. Enfin, c'est le pur conforme. Ce que je voulais dire. C'est Donald Trump. Ce que je voulais dire avec ça, c'est que c'est la mauvaise altérité. En fait, c'est un peu la mauvaise altérité qui devient une nouvelle norme face à l'altérité sympa que représentent les Mayland. Et c'est pour ça que je me dis que d'une certaine manière, Tim Burton a peut-être été un peu empêché par le studio qui lui a dit oui, mais il faut montrer qu'il y a des méchants aussi dans le monde des morts. Ouais, alors que dans Édouard en main d'argent, comme je disais. C'est marrant, moi je le considère. Oui, c'est le faux subversif, c'est ça. C'est pas techniquement, il est censé être le méchant du film. C'est Dorian Gray, c'est-à-dire que montrer. Oui. Mais il est comme Dorian Gray, c'est-à-dire que, alors contrairement à Dorian Gray, c'est qu'on voit le tableau final où l'on voit réellement ce qu'il est devenu Dorian Gray, c'est-à-dire un monstre. Et donc le tableau final, on voit qu'il est un monstre. Et c'est exactement. Pour Beetlejuice, on le voit dès le début que c'est un monstre, qu'il a une tête, une figure de monstre. Mais à l'intérieur de tout cela, il y a autre chose. Il y a une forme assez. Je disais en rigolant, c'est Donald Trump, mais c'est ça, c'est que ce personnage-là de Beetlejuice, c'est un personnage que l'on retrouvait à l'époque dans le monde des vivants et que l'on retrouve encore aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est normal qu'il termine absolument uniquement en insistant encore sur son côté minable. C'est que, comme je te le disais, School Kid, c'est que quand il sort du cadre, et en plus il sort du cadre en se faisant bouffer par l'espèce de ver des sables, c'est très drôle aussi ce moment-là, tout est très drôle d'ailleurs, c'est que moi j'ai envie de savoir où est-ce qu'il en est après. C'est-à-dire qu'il se fait tuer, mais il est déjà mort. Qu'est-ce qui va se passer? Et il y a cette... Mourir après la mort, pour Tim Burton, c'est amusant. C'est encore... Pour revenir là-dessus, je pense que Michael Keaton, si je dis pas de bêtises, il n'est pas du tout de cet endroit des États-Unis. Je vais quand même vérifier. Bon, il est né en Pennsylvanie, donc pas vraiment. Il a plutôt un accent texan par moment avec Beetlejuice. Et que tu as le côté un peu rednecko. Alors, mon cher prof d'anglais, confidence pour confidence, je n'ai jamais vu Beetlejuice en VO. Oui, alors tu l'as vu en VF avec Mario Santini qui fait. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu le réflexe de me dire tiens, mais il faudrait peut-être que je le vois en VO un jour. Et Dieu sait que je préfère la VO, voilà. Mais et puis parce qu'à chaque fois que je le vois, je suis avec les enfants. Et donc voilà, c'est vrai, je devrais le voir en VO une bonne fois pour toutes pour cet accent-là. Mais la VF est bien. Parce que je l'ai vu aussi en VF au début. Tu as Mario Santini qui fait la voix française. Et il fait une voix française aussi dans un film de Peter Jackson qui s'appelle Fantôme contre Fantôme, qui est pour moi une forme de relecture de Beetlejuice. Mais vraiment. Et qui fonctionne mieux. C'est chaud, hein. Fantôme contre Fantôme. Parfois, c'est là, c'est. Moi, j'ai quand même. Il est bien, je veux dire, mais il y a.
Là, pour le coup, il y a un véritable méchant, un véritable antagoniste, Ah oui, ah oui, oui, un il y en a même tueur de 2 en fantômes soi. en quelque sorte. Donc, C'est Ouais. ouais. intéressant parce que justement Peter Jackson, je pense que s'il avait pas vu Beetlejuice, il aurait peut-être jamais fait Fantôme contre Fantôme. Enfin, j'imagine, peut-être qu'après pas du tout, hein, mais bon. Mais pour en revenir à voilà, Beetlejuice, est-ce que c'est vraiment le méchant du film? Techniquement, c'est censé l'être, mais vu qu'il y a le côté dérision de la comédie, bah, les vrais méchants, c'est plutôt, oui, c'est plutôt, bah, c'est la belle-mère, oui, en Alors, soi et le c'est mari, oui, le mais vrai méchant, d'un en point de fait, vue dramaturgique, le vrai méchant, ça serait Otto. ouais, Cette caricature passablement un peu homophobe, on sait pas trop, ah mais mais Ah oui. qui, Maniéré, c'est quelqu'un qui est maniéré et effectivement, ce genre de personnage que l'on retrouve dans le cinéma depuis toujours, hein, qui est maniéré, bon, bah, très vite, il est associé à l'homosexualité. Donc, oui, c'est une homophobie ordinaire, on va dire ça comme ça, mais c'est les années 80. voilà. qui est C'est, très Mais discutable ça va, c'est pas trop, aujourd'hui. oui, oui. mais c'est pas trop appuyé, ça a pas trop mal Oui, bon, vieilli c'est vrai pour le coup. que Ah mais c'est est-ce qu'il faut vraiment trouver dénicher un méchant? Parce que moi-même, ce pauvre Otto, il me fait de la peine. Il me fait quand même un peu de Oui. peine. C'est la société. Le méchant, Tu c'est le personnage qu'on voit au téléphone vite fait, là, à un moment, que joué par Robert Goulet, là, voilà, c'est qui je veut Ah bah, sais qui il pas revient à la si fin, et après il sort du cadre en ah oui, oui, c'est bondissant ça, ouais. avec sa femme et on mais sait jamais ce qu'il est ouais, advenu de lui. mais je sais Ouais, pas s'il faille trouver un méchant quoi qu'il arrive. Je pense qu'il y a des personnages, qui ont, ils cherchent leur place. au début exactement, au début de leur, dès qu'ils apparaissent, ils présentent quelque chose qui peut peut-être, nous perturber parce que voilà, mais qui cherchent leur place et leur place, c'est cette maison. Ils la trouvent à l'intérieur de cette maison qui est Et aussi un je peu reviens à ce que tu disais, Samir, ils sont tous bloqués, ils sont tous, ah oui, tous. et c'est toujours le cinéma de Burton, ça. C'est que Burton lui-même, ayant vécu une enfance très solitaire, où il sortait pratiquement pas, il s'inventait un univers, il écrivait des poèmes. Vincent, vous voyez le court-métrage, c'est ça. C'est enfermé dans sa chambre, il s'imaginait des trucs et tout. Et ben en fait, beaucoup de ces personnages sont enfermés, alors pas dans leur chambre, mais soit dans des pavillons de banlieue, soit dans des traumas, soit dans des trucs. Et c'est souvent ça le cinéma de Burton au final. Et il y a toujours cette Et maison, d'ailleurs, d'ailleurs dans Dark Shadows, il y a aussi une histoire de maison à un moment, enfin bon voilà, hein, vas-y ce que que veut tu Beetlejuice à la fin? Que veut Beetlejuice à la fin? Son objectif, c'est le mariage. C'est une perpétuation d'un enfermement. Il veut s'intégrer dans la famille par le mariage, mais en même temps reproduire, l'enfermement, parce que je suis pas sûr que Tim Burton soit un grand fan d'institutions de ce genre. ah c'est ça, c'est tout Voilà. ce qui est convention quoi. C'est vrai qu'en plus, il veut Ouais, épouser voilà. Lydia, enfin c'est quand même très tendancieux et compliqué, hein, Oui, sans le cacher. oui, Ça oui. représente justement aussi, hein, ce côté, mâle toxique qui souvent s'intéresse à des filles plus jeunes, et cetera. Oui. On va pas citer d'acteurs, hein, comme cela, mais il y en a beaucoup aussi. Et ça, c'est un trope que malheureusement on arrive souvent à voir. Et c'est Ouais. intéressant, ça. C'est vrai que c'est plus un film qui va. Le méchant, enfin, ce qui est méchant, c'est la convention. C'est le, c'est tout c'est la vraie vie en fait. Le méchant dans Beetlejuice, comme dans beaucoup de Burton, c'est la réalité moderne que la société impose et Oui, qui voilà. refuse de voir, qui refuse de vivre en fait. Et c'est pour ça que mourir après la mort, finalement, c'est encore plus vivre que vivre normalement. Quelque part, quand on vit, on se laisse mourir d'avance, quoi. Ouais, Autant vivre sa mort avant de l'attendre, au lieu de l'attendre, hein. C'est un peu ça, Tim Burton, hein, en fait. ouais, C'est carpe diem un peu. Hein, ouais. c'est un peu ça. C'est pas le cercle des poètes Carpe disparus qui mortis. sortira l'année d'après, hein, ça n'a rien à voir. Même s'il y a une idée de conformisme aussi, mariez-les, mariez ces films si vous voulez dans vos têtes, ça peut être amusant. Après, ouais, Avec ça un En peut être prêtre, soi, en soi, il y a démon. des liens. En soi, il y a des liens, mais c'est pas la même approche cinématographique. enfin, Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Ah oui, on peut s'amuser là-dessus. Hem, Le bestiaire, tout ça, bon, le ver des sables. le J'avoue, ver des ça, c'est sables est un peu vraiment le truc. rigolo. Ça sort de nulle part. Mais pourquoi il y aurait des Oui, vers de alors sable? ça, c'est vraiment, il y a eu Dune de David Lynch il y a pas longtemps, il me semble, allez, on Peut-être qu'il intègre des avait vers vu de le sable, Dune de quoi. David Lynch avant. C'est possible. Mais il y a l'art de la stop motion et tout Oui. que Par Tim contre, les Burton fonds verts avec disait. Alec Baldwin, c'est pas encore ça, hein. Quand il est sur, Saturne ou Vénus, non, mais il y a sur surtout Saturne, quelque chose qui est très important, je pense. Il y a Harry Ouais. Belafonte Junior Ah, mais oui, bien sûr, il faut finir ah! là-dessus. Et c'est et un ça alors ça fait partie du choix déjanté ultime. Personne ah, n'aurait imaginé du calypso là, mais justement. exactement. Et là, je parle à Et un musicien. Enfin, il Arthur, je voulait sais pas Sammy ce que c'est, Davis pardon, Jr. pour le coup, je sais pas Il si tu es voulait Non, musicien, mais je Sammy sais pas ce que c'est que le Davis Jr. calypso, dans le rôle principal là. et ben voilà, donc tout s'explique dans le peut-être rôle de Beetlejuice. et la ch et dans l'eau de Beetlejuice et c'est vrai que les 2 chansons, c'est-à-dire Banana Boat, je crois et l'autre, je m'en souviens plus,
Jump in the line. Yeah, Jump oh. in the Line Ouais, ouais. qui clôture. Ouais. Ça aussi, c'est fascinant, c'est très beau. Et, Ouais. et c'est pour ça que, en fait, alors je dis pas que le calypso, c'est de l'excès, bien évidemment, encore que. Mais c'est un film qui est pétri, qui regorge de situations cocasses, voire et situations cocasses qui sont mises en scène par des idées aussi cocasses. C'est-à-dire et bon, et c'est pour ça que c'est pas un film intolérant, comme peut-être on pourrait le croire quand je parle de maison, de recherche de l'autre. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je dis juste que c'est intriguant. Je suis beaucoup plus dubitatif par rapport à Spielberg au début des années 80 que par rapport à Burton. Burton, ce serait vraiment con pour quelqu'un qui est marginal de prôner l'intolérance. C'est pas ce que je voulais dire et C'est pas E.T. C'est pas je voulais, E.T. Hein, je voulais le clarifier maintenant. Non, dans ce film, il n'y a que des choses qui ne se sont jamais connectées réellement. Et en fait, lui, il les fait connecter tous ensemble. Il prend l'horrifique, donc le gothique, il prend la comédie déjantée, le burlesque, voire même le slapstick. Il prend une musicalité qui est totalement différente et il convoque Harry Belafonte Jr., qui est autre chose aussi. Et ça donne dans une des séquences finales un Ah truc oui. magnifique. Ouais. Voilà, un truc magnifique. Et Et c'est cela Harry dit, Les joueurs Belafonte de qu'on football entend dès le américains. début du film. oui, c'est vrai. Oui, vas-y, Skull Kid. Non, je disais, il y a des joueurs de football américains aussi. Non, mais il faut Oui. quand même parler de Danny Elfman aussi. Il faut quand même Ah bah oui. dire que quand je comparais Tim Burton à Sergio Leone, c'est quand même deux cinéastes qui sont C'est vrai. étroitement liés à leur compositeur, de telle manière qu'on ne peut pas Mm. imaginer un Sergio Leone sans son Ennio. On peut difficilement imaginer il y en a eu, mais on peut difficilement imaginer un Tim Burton sans son Danny Elfman qui fait la musique, qui fait une musique alors, avec son style, donc, et qui est très grandiloquente dans ce film là, qui fait pam 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 Ouais, pam 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 pam. cette arrivée aérienne Ouais, ouais, là. Ça c'est marrant parce ouais. qu'il reprend la même chose dans Dark Shadows, mais il le fait avec Night and White Satan. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Et C'est bizarre d'ailleurs. Danny C'est Elfman, des choix de musique. Danny Elfman, le thème de Beetlejuice, quand Beetlejuice apparaît régulièrement, il y a des trucs qui m'ont fait penser à la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Voilà, donc Ah tout oui. est. Ah oui, 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 Ouais, c'est ouais. vrai. C'est vrai. Ça colle bien. Ça colle bien avec le film. Ouais, ça colle Danse bien. Bah macabre. oui, danse macabre, rien que le Tu vois. nom, ça colle bien à Tim Burton. Tu as entièrement Et, raison, c'est vrai. Ah oui, exactement. et donc, mélanger Camille Saint-Saëns et Harry Belafonte dans un film, je trouve Ah, que mais magnifique. Bah oui. oui, Mais voilà. c'est la vie. Et puis Harry Belafonte, voilà, le calypso, c'est la musique de vie, quoi. Bah, tu peux pas Oui, faire voilà. plus la vie que ça. Du coup, c'est ça qui est intéressant, Ouais. c'est que il insuffle de la vie dans ce film. Et puis Pourtant, Harry Belafonte a fait partie de toutes ces personnes qui ont œuvré pour les droits civiques dans les années aussi. 60. Voilà, Oui, c'est aussi. une figure qui dit des choses. Hein, et c'est un des premiers personnages. C'est horrible de dire ça, mais c'est la vérité. Donc il faut parfois le rappeler. C'est un des premiers acteurs. Alors, je dirais pas afro-américain, parce que lui, il vient donc des Caraïbes, je crois, Belafonte. Mais bref, peu importe. En tout cas, c'est un des premiers acteurs noirs qui a commencé à avoir des rôles importants, avec Sidney Poitier, entre autres. Et donc, ça dit aussi, ça dit indirectement quelque chose, mais ça dit quelque Mais chose. Voilà. tu sais, il voulait quand même Sammy Davis Jr., qui Ah bah aussi oui. était danseur, lui aussi, la liberté, la vie, qui avait d'ailleurs connu une horrible polémique parce qu'il voulait marier une Suédoise à une époque où Ah bah encore il ils y avait l'ont la dit. ségrégation. Et je crois qu'il s'est marié ou je crois qu'il n'a pas pu, je ne sais plus. Ah non, Je non, sais pas il s'il l'a l'a subi. Hein. pu, ou il a dû délayer le truc, mais bon, il y Et avait peut-être juif. une idée derrière. Et juif. Oui, Et juif. Très il a, important, ça aussi. il a combattu Et, le fascisme, tout ce que vous Et il a voulez, quoi. combattu le oui. fascisme. Voilà. Et Ouais. pour revenir, le jeu extravagant de Michael Keaton, il déborde de vie aussi. Alors que le Mais personnage lui, de c'est Frank la vie Cashmore. plus fasciste, hein, du coup. C'est Ah plus oui, fascisant. Disons quand tu aurais mis Sammy Davis Jr. dans le rôle, ça aurait pas été la même mayonnaise, je pense, en fait. Ou alors ça aurait je été connais étrange. pas les bails sur Michael Keaton. Mais... Ça aurait été amusant d'imaginer comment Sammy Davis Jr. il aurait joué très différemment. Ça, c'est sûr et Ouais, certain. mais il aurait eu des Sûrement. copains qui seraient venus l'accompagner comme Dean Martin ou Frank Sinatra, et puis ils auraient refondé le Rat Park, et là, ça aurait été un vrai bordel, ce film. Ça aurait pas été des footballeurs américains à la fin, en fait. Ça aurait été- Je sais pas pourquoi ils sont là à la fin. Ils sont dans une Ah, mais scène. c'est- Parce Mais que, tout d'un coup, ils apparaissent à la fin. Voilà. Parce qu'eux, ils voilà, savaient et pas puis qu'ils parce étaient qu'on morts. les- Ils savaient pas qu'ils étaient morts, les joueurs de football américain. Mais ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tu les vois, c'est parce qu'à un moment, ils sont tous ensemble autour de Sylvia Ciné, Oui. et puis il lui pose des questions à Sylvia en l'appelant coach, et Ouais. elle leur dit arrêtez de m'appeler coach. En fait, Le coach a ils se comprennent survécu. pas
et voilà, ils comprennent pas qu'ils sont morts. Ouais. Et donc ça reste là. Tu dis, tiens, c'est un moment que pas important dans le film. Et bah, Ah, Tim si. Burton nous dit, attendez, vous inquiétez pas, parce qu'ils sont tellement bêtes et cons que je vais les réutiliser à la fin du film. Et vous allez voir, ça va fonctionner. Et à la fin, quand tu les vois apparaître en faisant le comme ça, là, ça fonctionne et c'est très drôle. Donc, Et tout va bien. Sylvia Sidney qui fonctionne encore comme une forme de guide où elle essaye de sauver les morts dans leur dépression et tout. C'est ce qu'elle fera dans Mars Attack, c'est elle qui sauve le monde, hein, quand même. Donc, Et elle fume des clopes. Hein. ah mais oui, mais à un Ouais, moment, et ça sort par la c'est fou, gorge. c'est C'est mon fou. 3e visionnage, j'avais jamais remarqué que ça sortait par la gorge et qu'elle avait une pente là. Ah Bah mince, oui, bah oui, parce que forcément, ouais, elle a été décapitée, la pauvre, peut-être, hein. Mmh. Non, mais voilà, c'est intéressant. Puis Tim Burton, il convoque le cinéma, mais ça, on en a parlé, oui, néo-expressionnisme allemand, utilisation d'acteurs ou Oui. d'actrices cultes. Petit côté, ouais, Mais à une époque, c'était c'est- ringard, quoi. mais c'est ça, mais c'est ce que tu avais dit au début, d'ailleurs, Oui. Arthur. C'est ce que tu avais dit au début, c'est À une considéré époque où souvent. c'était pas à la mode de parler de Vincent Price ou du cinéma expressionniste, tout le monde s'en Et foutait. ce Et qui est Tim Burton, génial, il c'est qu'en arrive et 88, Beetlejuice était probablement considéré comme ringard. Au final, le film est quand même très moderne, pour ce oui, qu'il ose. par Pour ce rapport à qu'il d'autres films ose. de 88, oui. Ouais. C'est ça. Et Et c'est vrai que dans l'époque où tu avais que des trucs réganiens un peu au cinéma américain, le film, ouais, je pense qu'il a déjanté un peu le truc quand même. Mais il a trouvé son ouais. public parce qu'il a fait un immense succès et après il a pu faire Edouard Main d'Argent, etc. Et Et Batman. ah bah oui, avant, alors là, avec les Batman, il est devenu le roi du monde, hein, Tim Burton, jusqu'à Big Fish où bah voilà. Mais ça sera Jusqu'à intéressant d'y Dumbo, revenir. que JB, s'il était là, il Et défendrait. le pire, c'est que Dumbo, j'aime bien, mais où est le Ouais, cynisme? Où est le contrôle de Disney derrière? Ça, un jour, il faudra s'y pencher. Parce que je me pose la question. ouais. Parce qu'on a l'impression que Tim Burton, il envoie valser les conventions Disney dans Dumbo, mais est-ce que c'est vraiment le cas? J'ai envie de croire que oui, dans la deuxième partie. Mais est-ce que Disney, on C'est sait le mmh. cynisme Disney, on a vu avec Deadpool et Wolverine Ouais. récemment, ça peut Ouais, aller loin quand ouais. même. Mais bon, ça, c'est un autre débat. J'espère que Tim Burton ne fera jamais de film avec le MCU. Oh putain. Et Quoique, ils sont très capables de lui proposer, hein. Ils ont déjà eu Sam Raimi, Sam alors Raimi pourquoi l'a pas Tim fait. Burton? Mais je sais pas, voilà, pour conclure, bah, revoyez-le, Beetlejuice, parce que la suite. Alors, qu'est-ce que vous Oui. attendez de la suite en 2 mots? Parce que c'est difficile, le film n'existe pas, on l'a pas vu. Mais ils voulaient déjà en faire une en Bah, j mélangeant film de plage et horrifique. oui, ça fait Apparemment, là, ils partent sur longtemps. Il y avait Beetlejuice in Hawaii, il y a eu Beetlejuice in Love. Là, ouais, c'est bon. Beetlejuice, ça a l'air d'être une legacy sequel, Ouais, mais c'est ça qui m'inquiète, nostalgique, c'est qu'en plus, ils prennent Jenna ouais, Ortega comme fille de Winona Ryder. Tu as un ouais. peu l'impression qu'on est dans Ah, le mais cliché Jenna du cliché. Ortega, alors je voulais parler à la base de comment Tim Burton traite ses muses, différemment, que ce soit Johnny Là, il Depp, en a 2. Winona Ryder, Monica Michael Keaton. Bellucci. Voilà, il va avoir Ouais, Monica mais Bellucci et Jenna Ortega. Ouais. non, mais c'est des acteurs récurrents, je voulais dire, notamment, il traite pas Michael Keaton comme il traite Johnny Depp. Mais Jenna Ortega, il la traite comme Winona Ryder à l'époque, quoi. C'est sa fille, du coup. clairement le remplaçant. Ouais, bah voilà. Non, mais ça a Et l'air d'être un truc très nostalgique, très. Vous savez, voilà. dans South Park, les Member Berries, là, les Mémo Myrtilles en français, qui te. Ah Ah, tu te rappelles oui, les comme c'était fameuses bien à Nemo l'époque, Myrtille. dans les années 80, les films, ils étaient bien. Enfin, ça a Oui, l'air je me d'être ça, souviens, je me hein, souviens. ça me fait un peu peur. Et Samir, je pense que toi, tu n'attends rien, tu vas le voir, c'est tout. Pardon. Oula. Ah, Excusez-moi, oula. je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, on s'en va couper. Oui, je n'attends rien parce que je n'ai pas vu le film. Tu sais comment Voilà, je suis Ouais. très radical sur ça. Donc, pas ton avis. je n'ai rien à dire en fait. Par Bon, contre, Ouais. quand le film sera vu, j'aurais peut-être envie de dire des choses, ça c'est clair. Mais non, pour l'instant, j'ai rien à dire. J'irai voir le film, ça on c'est verra sûr et bien. Oui, certain. bien sûr. J'irai le voir 2 Bien fois sûr. ou 3 fois, je sais pas. Il faut le dire combien de fois? Ah Beetlejuice, bon? 3 Beetlejuice, fois, il faut le Beetlejuice. dire. 3 C'est-à-dire fois. que Il faut vous le dire pouvez 3 fois pour qu'il suivre. apparaisse. Il s'appelle D'accord, donc. Beetlejuice, hein, la suite. Si ça fonctionne, il y Faut le aura un voir une 3 fois qui et demie. s'appellera Beetlejuice. Voilà. Bah, c'est pour ça qu'ils ont, voilà, ils l'ont appelé 2 fois, c'est Ah, un mais numéro d'ailleurs, 2. il y a une suite qui existe de Beetlejuice. Il y a une Une série série. animée dans laquelle C'est la Beetlejuice est série copain animée. avec Lydia. Ouais, ouais. Oui, Voilà. la série Je ne animée l'ai que je pas vue, regardais hein, mais je sais aussi qu'elle existe. avec, Ouais. que je regarde j'étais un peu plus vieux d'ailleurs, mais je regardais avec ma sœur d'ailleurs, Mais on je crois regardait qu'elle ça est un sur peu plus Canal+. enfantine pour le coup. Avec la Et bleue. oui, enfin oui, parce que je l'ai montré aussi à Elle ose mes moins. enfants, c'est un peu drôle et ouais. Mais il y a une série où effectivement, ils sont potes. Ils sont potes et Pourquoi il y a pas. pas Un de manga mariage, il y a pas de alternatif. tout ça, c'est voilà, Non. donc Mais bon, en on tout ira le cas, voir. voilà.
Alors évidemment, on n'a pas été exhaustif, c'est impossible d'être exhaustif. Non. On a placé des jalons pour que vous, en commentaire, voilà, c'est à vous maintenant de réagir avec nous. L'échange se poursuit toujours quand on parle cinéma, ça s'arrête jamais. Et c'est vous, en tapotant sur votre clavier, avec bienveillance bien sûr, que vous allez poursuivre le débat sur ce premier Beetlejuice. Si vous voulez parler aussi de la filmographie de Tim Burton au sens large, vous en avez le droit, parce qu'on a fait des liens nous aussi. Et merci beaucoup, Samir et Arthur, pour ce moment. Voilà. Merci. Votre baptême du feu, 7e illusion, s'est bien passé. Oui. Merci Arthur, merci à toi, Jules Melon. Et on vous Merci, retrouve très Samuel. bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, on vous prépare des petites choses, quelques nouveautés sympathiques là qui sortent ou qui vont sortir. Et vive le cinéma, voilà, qui existe, hein. Pas les bandes annonces avant d'avoir un film. Le cinéma qui Et existe. pas les réactions de bande-annonce qui durent 30 minutes. Mais c'est amusant. Je comprends que certains s'amusent à faire des réactions bandes annonces, mais c'est souvent déceptif. On l'a vu récemment avec Emilia Pérez. C'est pas du tout le même film qu'on pouvait imaginer en regardant la bande-annonce. Mais bon, ça, c'est un autre débat. À très bientôt, du coup, et ciao, ciao, ciao.